Je suis aussi très honorée d'être invitée de nouveau par la Maison de l'Aubrac, qui clôt par ma conférence, enfin ma présentation, un cycle qui a été consacré principalement à la géologie de l'Aubrac, qui était passionnant. Ça nous a plongé dans des temps très lointains où la Terre n'avait qu'un seul continent. Et on nous a situé où était l'Aubrac dans ce magma, ça a été très bien. Donc moi je vais vous présenter, représenter ici à la Maison de l'Aubrac, ce qui est ma spécialité, c'est-à-dire les bassins de l'Aubrac. Mais je vais quand même vous présenter les sites principaux photographiés. Donc c'est beaucoup de photographies. Et puis après, on se demandera, on sait très peu de choses sur ces bassins, sauf qu'ils existent. Et encore faut-il les reconnaître comme étant d'origine humaine. On va essayer de mettre ces bassins en contexte avec tous les autres phénomènes mégalithiques qui nous entourent, et sur le plateau, et autour du plateau, et beaucoup en Europe et ailleurs. En géologie, c'est pas du tout ma spécialité, mais je vais vous montrer quelques images sur la formation des grosses boules, ce qu'on appelle des chaos ou des amas rocheux. On passera rapidement sur le glossaire et les fonctionnalités hypothétiques de ces bassins. Alors la partie la plus longue et la plus jolie, je trouve, c'est tous les sites ici. Butan, Pêche de Brion, Pêche Blanc, Luxal, Les Grisouvettes, Châle de Combe, Pêchelon, Truc des Eaux, Source Captée, Bouchas del Tron, Fontfred, Pêche de Fise, Truc de l'Homme. Donc on les frappe à tous, j'en ai sélectionné certains. On parlera, et si on a le temps, des repères chronologiques et du volcanisme en Aubrac rapidement, surtout pour vous présenter le site du Peyrou. La partie intéressante, c'est la panoplie mégalithique de l'Aubrac. J'ai pu, au cours des années, faire quand même un peu une synthèse de tout, et puis trouver de nouvelles choses aussi et de nouveaux écrits. Je ferai un tour avec vous sur les autres lieux d'intérêt archéologique sur le plateau de l'Aubrac. Il y a dans les gorges de la Truyère, dans l'Argence, Paracol, Tarac, le Liparou, mais il y a quelques photos seulement. Et l'atelier de taille de Calcédoine, qui est tout près d'ici, au-dessus du lac des Picades. On finira sur le contexte mégalithique européen, quelques images pour montrer tout ce qui a été trouvé et les chemins mégalithiques qu'on peut tracer. Surtout, pour les archéologues, c'est les dolmens et les menhirs. Hein. Personne ne parle des bassins. C'est pour ça que j'en parle tant, parce que les bassins, on le voit sur l'Aubrac et on le voit sur le plateau des Bondons. Les bassins accompagnent, pas au même endroit, mais dans la vicinité, ils accompagnent les mégalithes. Enfin, et là je vous montrerai juste quelques images, parce que c'est absolument fascinant. C'est les dernières études sur l'hypothèse d'une utilisation géoastronomique des mégalithes. Les zones explorées, vous voyez là en relief, donc voilà le plateau, et ce qui est cerné de vert, la plus grande partie, la cernée de vert, c'est là où j'ai trouvé tous ces bassins, donc sur quand même un très petit espace. Cerné ici par la Truyère, voilà, il y a un coude à Saint-Flour, là, et la Truyère, elle se jette dans le Lot, et ici, vous voyez, sur l'autre pente, il y a la petite Colagne qui se jette également dans le Lot. Donc voilà, l'Aubrac est cerné par ces trois rivières. Alors il faut penser aux régions glacées du Massif central, très important, parce que la datation pour tous ces phénomènes, elle est très difficile. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 12 ou 15 000 ans, c'était couvert de glace ici, donc ce n'était pas habitable. Ça a peut-être été habitable avant, à d'autres périodes, mais il y a au début de l'Holocène, il y avait la glaciation. Et la fonte des glaciers a peut-être rendu ce plateau habitable. Et la fonte des glaciers, c'est pas n'importe quoi, c'est des catastrophes qui rabotent tout. Hein. Et c'était des glaciers très épais. C'est à partir, au moins à partir de cette époque, que l'Aubrac, tel qu'on le connaît actuellement, a pris ce visage. Là, c'est pour vous montrer toutes les zones d'eau. Tout ça, c'est des sagnes, donc c'est très humide. Là, toutes ces zones bleues, là, tout ça. Vous voyez, ça va partout.
Et donc tous ces bassins ici, vous voyez des petits sommets, partout il y a des points noirs, il y a des amas rocheux. Ça, c'est pour vous montrer la même photo en topographie, mais avec tous les petits points qui vous montrent, comme tous ces sites à bassins sont rapprochés. Alors voilà comment ça s'est passé. Altération, l'arène granitique, c'est ce qui se trouve entre ces boules. Ça c'est l'arène granitique, c'est-à-dire le sable, hein, par les fissures, parce que le granit n'est pas homogène, il y a toujours plein de fissures, donc ça donne cette usure-là. Et voilà un exemple qui est photographié pas loin d'ici. Vous voyez ces rochers tombés, parce que ça s'érode autour et en dessous. Vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que ces bassins, vous allez les voir. Mais moi j'ai une formation d'ethnologue et d'archéologue, donc en tant qu'ethnologue et maîtresse de maison, il faut le dire, j'ai une interprétation assez domestique des choses. On peut également penser que ces divers bassins aient réuni plusieurs fonctions chez un peuple dépourvu de récipients solides. Le broyage de fibres, la préparation de matières premières pour la teinture, le broyage du minerai aussi, et le broyage pour les aliments. Hein. Ça peut servir aussi à la macération ou à la dilution de produits pour faire des teintures, ou la conservation, ou les soins. Et ça peut servir au tannage et au raclage, c'est ce qu'on appelle des meunes dormantes, c'est des grandes surfaces plutôt planes mais un peu creusées dans le milieu. Ça peut servir au séchage et aux finitions sur ces grands brochages. Et puis il y a des bassins entre guillemets dits cérémoniels. On va en faire quelques-uns. Alors Bhoutan, j'y tiens beaucoup parce que c'est un site très riche dont je découvre la richesse au fil des années. Enfin, j'y suis pas tous les 4 matins, quoique j'habite juste en face. C'est juste au-dessus du Besse, en amont de Saint-Géry. Voilà la carte. Vous voyez le Besse là. Et on va visiter cette colline ici. Vous distinguez les bassins quand même. Et je n'ai pratiquement jamais touché au bassin. Sauf à la fin, vous verrez, on a dégagé les pierres de leur mousse en fait. Donc là, j'y ai pas touché, mais c'est quand même distinct. Voilà, là on les voit bien parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Vous voyez un qui est plein de feuilles et de branches. Je le dégage là. Voilà, donc c'est bien une pierre qui a servi à quelque chose. Sur cette colline là, un petit peu en longueur, qui a les pieds dans le Besse, on trouve de ces gros rochers excavés, épars. Vous voyez, il y en a beaucoup, et là, ils ne sont pas tous marqués. Là, elle est magnifique, cette pierre. Là, vous voyez, il y a un bassin qui se dessine sur le dessus. Et là, je suis montée sur cette grande pierre, et il y a des bassins effectivement magnifiques. Je suis allée plusieurs années après avec un ami archéologue, et il m'a dit, il faut faire la volumétrie. Donc, on a nettoyé et transporté un bidon de 20 litres d'eau. C'est très calé. Voilà la même pierre en bout, avec son bassin au bout. Alors le Pech de Brion, c'est également un site majeur. Voilà, le Pech de Brion, c'est ici, voilà le village de Brion, le Besse est là. Brion, le grand village, le beau hameau de Brion. Et le Pech de Brion ici, qui est plein de trésors. Alors voilà le paysage. Je ne sais pas si vous pouvez lire, là, le Cantal est en face, la vallée du Besse. Et là, donc nous on est en Lozère ici. Hein. Et voilà ce que j'appelle en gros une forteresse. Vous voyez, c'est des pierres dressées comme ça, de très loin. Et il y a plusieurs groupes d'amas rocheux de ce type. Là, il y a deux bassins parallèles qu'on trouvera dans un autre site aussi. Donc il devait y avoir une fonction pour qu'ils soient côte à côte. Voilà une forteresse aussi, où il y a des pierres qui manquent, nettement. Regardez bien là, ce PB 5B là, puis Pech de Brion 5B, on va monter là. Et on va voir qu'elle a été basculée, cette pierre.
Et là voilà cette pierre basculée, PB5B. Ça c'est très intéressant, ils sont un peu plus rares, mais c'est des bassins longs et qui s'arrêtent pile. Donc certainement il y a une fonction particulière qui lui était vouée. On ira aller vers celui-ci là, qui est assez imposant. Il a l'air petit comme ça, mais on voit vous voyez la belle vue qu'il y a là-haut, c'est magnifique, en haut du piège de Brion. On a le plomb du Cantal, le puits de Sancy qu'on aperçoit ici, tout blanc. Et puis cette pierre-là. Et juste à côté, il y a un truc comme ça. Alors là, je ne sais pas. C'est certainement aussi anthropique. Je ne sais pas ce que c'est. Cette roue avec des petites cupules. En tous les cas, intriguant et très intéressant. Alors là, on est tourné dans l'autre sens. Tout à l'heure, on était tourné dans le Cantal. Et du même endroit, tout d'un coup, on va se tourner vers l'est. Où on a la Margeride. Et on va aller vers cette pierre. Et il y a un beau bassin en haut. Alors voilà, ça c'est intéressant. C'est ça que je vous disais là. J'ai pas voulu reconnaître ça comme un menhir hors s'en est un, évidemment. Et là, c'est d'autant plus fort qu'il y en a à 100 mètres, il y en a un autre un peu plus bas. Et alors voilà le réservoir en question, là, qui défonce tout là-haut. Vous voyez, ils ont fait des grands chemins d'abord, des canalisations, et extrait des pierres pour recouvrir leur réservoir. Là, c'est la nouvelle route, donc on a tout ce qui a été un peu bouleversé par la construction de ce réservoir. Je ne les ai pas tous identifiés, mais tout ça, c'est ces amas rocheux qui sont extrêmement intéressants et pas encore tous démolis. Luxal, alors c'est tout près du piège de Brion. Bon, c'est c'est dans ce paysage très ouvert, vous voyez. Toujours entouré de sagnes, vous voyez toutes ces petites fontaines, là, tout ça, ça veut dire qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau au pied. Là, c'est un déroulé du paysage. Donc, il y a un vrai skyline, on peut dire. Hein. Ça se regarde de droite à gauche. C'est l'Aubrac dit découvert. Alors, on arrive dans ce paysage donc sans arbres. De temps en temps, il y a des îlots comme ça, d'arbres. On voit des rochers et des magnifiques hêtres. Et il y a un village derrière qui a 3 maisons. Ça s'appelle Luxal. Entrer dans cet enclos, c'est comme un enclos, vous voyez, avec aussi un chemin qui fait le tour, entouré de ces beaux arbres. Et au milieu de cet enclos, il y a un cercle dégagé. C'est tout à fait un habitat ou un cromlech, plutôt un habitat d'ailleurs. Alors ça, j'ai photographié un des bassins qui était au bord de ce cercle intérieur, mais sans lui enlever sa chevelure d'herbe. Et voilà l'intérieur que je vous montrais. Donc, si vous voulez, je suis posée sur le bassin que je viens de vous montrer, qui était plein d'herbe. Mais ce qui intrigue énormément, c'est ça là. D'abord, c'est tout le cercle dégagé, et puis cette pierre montée sur d'autres pierres. C'est vraiment un site qui intrigue, qui appelle même, je crois. Il faudrait qu'il soit exploré. Je vous montre ça, parce que c'est ça qu'on trouve en Corse. Vous voyez, là, les pierres, elles ne sont même pas rangées, en fait, ici. Alors que nous, on vient de voir un truc qui était bien rangé tout le tour. Vous voyez, si vous bouchez avec des petites pierres et de la terre entre, vous avez un parfait enclos. Pour les gens et pour les bêtes. Et c'est bien, en Corse, c'est bien daté néolithique. L'œil exercé verra bien qu'il y a un bassin à double creux, vous voyez ici. Et qu'il y a un dégueuloir ici qui tombe à pic 4 mètres plus bas. Alors ça c'est intéressant, vous remarquez ces pierres-là. Et celles-ci en particulier, on voit qu'elles sont tombées. Là, il y a une fissure, et celle-ci, elle était au-dessus, et elle a basculé quand tout a basculé. Et on en a confirmation avec cette photo qui montre qu'ici, il y avait un bassin qui était horizontal et qui se trouve, après le basculement, à la verticale. En voilà d'autres qui ont glissé, c'est un vrai éventail. Hein.
Et vous voyez celle qui était probablement au-dessus, ces 4 pierres-là, elles devaient être empilées. Regardez bien ça, on va le photographier de face, et il est en biais maintenant, mais il était bien vertical. Le voilà, vu de face, complètement penché. Bon, ça c'est, j'ai fait un plan grossier. Faut se rappeler des tremblements de terre aussi, qui sont assez récents, hein, de 1400 à 1750. Au même endroit à Luxal, hein, l'exploitation des pierres. Alors ça c'est une ancienne exploitation du temps où on taillait des linteaux pour les portes, les cheminées. Mais il y a beaucoup de pierres cassées comme ça. Et là il y a des pierres cassées toutes neuves sur ce pêche. Ça c'est une pierre, on voit bien que la cassure est très récente et que, vous allez voir plus loin aussi, elle a été cassée pour combler une tranchée en fait. Vous voyez, cette pierre-là, elle a été débitée, et voilà la tranchée de captage. On a cassé des rochers pour combler, pour faire une voie en quelque sorte. Et regardez ce qu'il y a derrière. On y viendra un peu plus. C'est les Grisouvettes. C'est un lieu aussi qui est très très important, ça. Là-haut, ces roches qui se font face. Donc les Grisouvettes, on va les regarder aussi, parce que c'est important. Donc vous aviez, si vous voyez ma flèche, le pêche de Brion qu'on vient de voir ici, et on le reverra à la fin parce qu'il y a des menhirs ici. Et là on est aux Grisouvettes, donc sur la colline d'à côté. Toujours pareil avec des sagnes, hein, dans les fonds. Ça aussi, elle m'intéresse cette photo parce que ça montre que les anciens alignements sont vraiment anciens parce que ça ne correspond plus du tout au cadastre actuel. Donc on va monter vers ces rochers qui sont vraiment très intéressants. On monte dans la rivière. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, près de la tranchée comblée avec des pierres concassées, je vous ai montré 2 choses qui se font face. Les voilà de l'autre côté. Il y a une grosse pierre ronde et puis une pierre posée comme un œuf. Alors là, il y a un genévrier qui pousse dedans. Là, on est sous l'œuf et en face, il y a cette grande pierre plate, ronde. On va aller voir. C'est Grisouvette 08. Les voilà tous les deux prises de loin. Je pense que ça a été, cette pierre, elle est calée, elle a dû être bougée, parce que cette espèce de creux, sa forme dégueuloir, il n'est plus en face du dégueuloir qui est là. Donc elle a dû être légèrement tournée, peut-être par un mouvement du sol, peut-être par l'érosion. Alors, on en finit bientôt avec elle. Vous voyez, il y a vraiment un creux en haut, hein. Et on va aller voir 08. Les Grisouvettes 08. Vous apercevez bien qu'il y a quelque chose au-dessus, hein. Il y a un énorme bassin là. Voilà, ça vous donne la taille parce que j'avais une accompagnatrice. Et voilà, ces deux phénomènes, ils sont face à face. Alors moi, ça m'intrigue beaucoup quand même, hein. C'est très intéressant. Le Pérou, alors vous voyez, c'est entouré d'eau. Les variations climatiques, tout à fait depuis 10 000 ans, il fait à peu près un temps égal. Mais vous voyez, juste avant, il faisait froid, ça se réchauffait, il faisait froid, ça se réchauffait. Donc la déglaciation, ça s'est fait par étapes. Catastrophique. Et c'est ça qui a beaucoup érodé le sol. Tout ce qui est sec là ressemble à un fond de lac ancien. Parce que tout ce qui est plusieurs petits lacs, ça a dû être un seul lac. C'est ça qui serait intéressant d'étudier l'année prochaine pour le prochain cycle de conférences. Donc il y avait la matière première pour construire. Il suffit de... Enfin, ça peut être très lourd. Mais je veux dire, il n'y a pas de pierre à tailler. Il faut choisir les bons angles et on peut empiler. Alors voilà la photo aérienne. Alors ça, si vous faites des recherches, les cartes topographiques et les photos aériennes, c'est absolument passionnant sur les cartes IGN. Parce qu'on voit très bien ici les fondations. Avec ici un bureau en ruine, un bureau en ruine plus récent. Mais on voit des fondations plus bas. Si vous les voyez moins ici,
c'est qu'elles sont enfouies sous le sédiment avec l'érosion qui les a recouvertes. Mais elles sont plus bas. Donc on a la sensation d'un niveau d'eau qui a baissé. Avec probablement les dernières constructions au bord qui s'éloignaient de cette île, double île d'ailleurs, parce qu'il y a deux petits sommets là. Alors ça c'est très intéressant parce que sur une pente qui va vers le sud-est, on a ces structures, ces grandes structures qui sont parallèles. On sait que les villages lacustres sont généralement des villages prospères parce que les gens, d'abord il y a des poissons et il y a aussi des herbes et donc ils font beaucoup d'osiers, d'objets utilitaires. Et ça, on continue à circuler dans le Pérou, on voit nettement des fondations et des rues même. Hein. Voilà le lac de Borne ici, vous voyez, c'est tout près du lac de Borne. Vous voyez, il y a des fondations importantes. Et j'ai décelé de l'eau là dans le fond, je sais pas, dans ces pierres. Donc c'est un pierrier organisé. Et elles sont importantes, hein, ces fondations. Regardez, c'est des murs à double parement, c'est large. Là, ça a bougé. C'est pas le vent ni l'érosion qui a fait ça. Ça tombe pas par érosion. Là. Le poids même de ces hexaèdres de granit, ça tombe pas avec le vent ou l'érosion. Ça a de quoi intriguer, évidemment. Oui, hormis les ressources abondantes en fer au milieu lacustre, on peut penser que les habitants auraient pu également tirer avantage d'un milieu aquatique pour se déplacer à la surface de l'eau. Ah si, ça c'est important. Plus rapidement qu'à travers les marécages, surtout en période hivernale, quand la glace porte. Ça aussi, c'est un site qui trouverait du sens à une mise en contexte géologique. Fin de la dernière glaciation, évolution des lacs, assèchement naturel, faune, flore, impact de la domestication animale sur la biodiversité. Ces traces d'habitat incontestables ne permettent-elles pas d'appuyer raisonnablement l'hypothèse d'une activité humaine ancienne et durable au nord et au sud du plateau, et de conforter la vraisemblance d'une circulation entre gens productifs vivant dans des milieux différents, tourbières, granit, lacs, basalte. Outre tout ça, fonds de cabane et forteresse, la panoplie mégalithique de l'Aubrac offre des... Alors là, on passe aux choses sérieuses, hein. Dolmen, menhir, cromlech, fonds de cabane et tombes. Voilà. Quand je dis des choses sérieuses, c'est-à-dire des choses mieux connues. Admise. L'Aubrac, c'est un lieu de prospection. Je pense que c'est urgent parce que les hommes vivent et qu'ils sont modernes et que maintenant ils ont d'énormes machines et que tout a tendance à être raclé. Alors un autre cercle ici qui est à 500 mètres de chez moi, c'est tellement près de chez moi que j'y étais jamais allée à pied, quoi. Quand c'est au bord de la route, mais un peu en dehors. Là, c'est un menhir aux pêches de Brion et à une centaine de mètres, son alter ego aux pêches de Brion. Alors là, ce que je veux vous signaler, c'est qu'il y a un magnétisme absolument exceptionnel à cet endroit. Et je m'en suis aperçue en croyant que la boussole de mon téléphone était de mauvaise qualité, parce que j'ai voulu voir l'orientation de ces deux menhirs. Et la boussole se met à tourner dans tous les sens. Je me suis dit, mon téléphone, c'est pas de la bonne qualité. J'y suis retournée avec une amie qui avait un beau téléphone tout neuf, et qui fait pareil, ça tournait dans tous les sens. Donc il y a un lieu de magnétisme. Alors celui-là, il est bien visible, il est tout seul. Et vous voyez, il y a des pierres autour qui ont été dégagées, c'est vraiment aménagé. C'est absolument émouvant à voir. Surtout que je suis passée devant, souvent, sans me... C'était trop beau, comme si je me disais, oh, non, c'est pas pour moi, ça, non, non. Et puis je me suis dit, mais non, mais ça a un sens. Voilà une pierre aussi. C'est dégagé tout le tour, elle a été laissée là. Voilà à quoi ressemble une tombe à orifice. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas répertorié comme dolmen. Or, c'en est un. J'ai une vidéo spéciale qui tourne tout autour qui montre que c'est une pierre calée. Elle a été calée comme ça. Hein. J'ai 3 choses à montrer, c'est les autres lieux d'intérêt archéologique sur le plateau de l'Aubrac tel qu'il est défini par le PNR, c'est-à-dire cette île qui est délimitée par la Truyère, le Lot et la Colagne. Les gorges de la Truyère, c'est dans le pays d'Argence.
avec des trouvailles vraiment intéressantes, tout à fait caractéristiques d'un néolithique précoce, et peut-être avant, à Paracol, Tarak et le Liparou. Et il y a beaucoup à faire là, à prospecter. L'atelier de taille de Calcédoine, qui se trouve tout près d'ici, à lieu-dit Tournecoupe, au-dessus du lac des Picades, à quelques kilomètres d'Aubrac. Alors ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un passage qui a été aménagé là. C'est-à-dire qu'il y avait les coins d'atelier de taille. Voilà le pierrier. Et on distingue qu'il y avait des passages, parce que c'est très dangereux de marcher là-dessus. On se tord les chevilles très facilement. Donc ils avaient dû aménager des passages en mettant des ponts de bois ou de branchages. Alors là, il faut avoir un œil exercé, mais on voit une excavation là. Donc ce pierrier, il a été exploité, au moins de ce côté-là. Après, il est immense certainement, mais il y a beaucoup de végétation dessus. Et on voit qu'il y a des endroits qui ont été aménagés comme des ateliers de dégrossissage juste à côté. Et des ateliers de coupe avec comme des enclumes. Voilà, c'est ça la calcédoine, ça peut être magnifique quand c'est poli, c'est très coloré, c'est très beau. Ça vaut la balade, si vous pouvez venir jusqu'à Aubrac, vous faites 5 km et vous y êtes. Et là, voilà, tout ce monticule-là, c'est les déchets de taille. Ça a été découvert parce qu'il y a un nouveau chemin forestier qui s'est fait et la pelle a ouvert le chemin dans cette petite montagne-là et on a vu que c'était un atelier de taille, rien que des petits cailloux qui résultaient de taille. D'ailleurs, j'en ai photographié un peu plus loin. Et là, on est au-dessus, sur le dessus de l'atelier de taille qui était maintenu plan. Et voilà, ici, des pierres en rond, on voit très bien le gars assis en train de tailler ses pierres. Et voilà ce que j'ai trouvé là-bas, voilà, donc un beau petit morceau de calcédoine taillé en poinçon. Voilà, tout petit, hein, mais là, je m'étonne qu'il n'y ait pas de fouilles d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, je sais qu'on a des choses plus pressées à payer en France. Mais... C'est le contexte mégalithique européen. Alors là, rapidement, et puis toutes ces vidéos que j'ai posées là et les livres, ça se réfère à tout ce que je vais vous raconter. C'est comme ça que j'ai appris des choses et je regarde aussi des conférences sur YouTube qui sont absolument passionnantes par ces gens-là qui publient. Donc il y a un monsieur Harper, deux messieurs, Harper et Vered. Vous voyez la botte de l'Angleterre là, hein, avec tous les sites très importants. Avebury, Glastonbury, St. Michael Mount, le Mont Saint-Michel. Donc le départ des bateaux, effectivement, ça se fait à la pointe. Ce qui est très important de noter, c'est que les mines de cuivre étaient ici et les mines d'étain ici. Et ce sont des mines qui sont exploitées depuis l'époque préhistorique. Ce qui est intéressant, alors vous avez ici St. Michael Mount, le Mont Saint-Michel est là. Et qu'est-ce qu'on a entre les îles anglo-normandes? Donc il raconte bien, le monsieur Harper et les deux Everett, là, comment les gens passaient par bateau, sur des bateaux à fond plat. J'étais absolument étonnée d'apprendre ça, ce que je n'avais jamais appris il y a très longtemps quand je faisais mes études, que les niveaux océaniques ont pu monter de 120 mètres. Donc ça a créé des détroits. Il y a peu de profondeur, hein. D'ailleurs si on a fait le tunnel ici, là, c'est parce que c'est pas tellement profond, je crois qu'il y a 30 mètres de fond là. La majorité des mégalithes se trouvent dans cette bande là, donc c'est un chemin de commerce, ça a été habité, fréquenté. Et s'il y a tous ces mégalithes, c'est probablement lié à cette importance. Là, il y a une carte de répartition qui est intéressante aussi, parce qu'il y a toute la côte portugaise. Ce qu'ils n'ont pas mis là-dessus, c'est la côte cantabrique ici, qui a aussi des sites. Le Portugal est un lieu extraordinaire pour les mégalithes. C'est comme d'ailleurs les îles de la Méditerranée. Hein. La Sardaigne, Malte, ils ont des sites mégalithiques extraordinaires. Tout le tour de la Méditerranée d'ailleurs, jusqu'en Turquie et plus loin. Oui, et puis donc je vous parlais des statues menhirs, il y en a dans toute l'Europe. Celle que je vous montre là, c'est celle de l'Aveyron.
une de celles, des nombreuses statues menhirs de l'Aveyron. Donc on était bien sur un chemin. Alors voilà, on arrive, ça c'est important. Je vais vous lire ce texte de Diodore de Sicile, écrit un siècle avant notre ère, avant Jésus-Christ. C'est donc un contemporain de Jules César, qui écrit très bien. Les Bretons des environs du promontoire de Belerium aiment les étrangers, et ils sont plus civilisés par les relations qu'ils ont avec des marchands étrangers. Ce sont eux qui préparent l'étain, qu'ils minent, hein, même sur place. Enfin, il faut l'acheminer, là encore. C'est pour ça qu'il y a tous ces monuments mégalithiques en Angleterre et en Irlande, d'ailleurs. En traitant avec art la mine qui le contient. Cette mine est pierreuse et se trouve en filon dans le sein de la terre, où les ouvriers l'extraient et la purifient en la fondant. Après avoir donné à la masse métallique la forme d'un dé, ils la transportent, ou un lingot, on dit aussi, il la transporte dans une île située en face de la Bretagne et appelée Jetis. Il transporte ces masses d'étain sur des chariots au moment de la marée basse où l'espace intermédiaire est mis à sec. Car une particularité qu'on remarque dans les îles situées entre l'Europe et la Bretagne est que dans les hautes marées, elles sont entièrement environnées d'eau. Mais lorsque dans les marées basses, la mer se retire, une grande partie de terre se découvre et ces îles présentent alors l'aspect de presqu'île. Donc ce n'étaient pas des navires de haute mer forcément, vous voyez, qui faisaient le transport, c'était des bateaux flat bottom boats, comme les barges du débarquement hein, de 44. Là, les marchands achètent l'étain des indigènes aux indigènes et le font transporter dans la Gaule. Enfin, ils le chargent sur des chevaux et traversent la Gaule à pied dans l'espace de 30 jours jusqu'à l'embouchure du fleuve Rhône. Voilà ce que nous avions à dire de l'étain. Ça, c'est Diodore de Sicile. Et l'embouchure du fleuve Rhône, c'est devenu, comme vous voyez, c'est la Méditerranée, et ça a été nommé le chemin de Saint-Gilles, à une époque plus tardive. Je vais vous imposer un peu de texte, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Donc cette route servait également au transport d'autres marchandises, et dans les deux sens. Selon Bernard Pouillet, elle vient d'Arles, passe à Nîmes, remonte les Cévennes, lui il part de la Méditerranée si vous voulez, mais c'est pareil, c'est dans les deux sens. Traverse le Tarn à Saint-Énimie, par le causse de Sauveterre, gagne le Lot et atteint les plateaux de l'Aubrac par le col de Bonnecombe. Alors je vais vous lire l'article bien écrit qui a été écrit par la presse de Centre-Aveyron. Et il dit « Bernard Pouillet a évoqué l'existence d'un chemin qu'il qualifie de proto-historique reliant en ligne droite la Méditerranée à la Bretagne, soit le golfe du Lion au golfe du Morbihan. » Remarquez, c'est ce que Louis XIV a fait aussi avec le canal du Midi. Hein. Donc ils ont de la suite dans les idées, nos gouvernements. Cet itinéraire très ancien, remontant sans doute au néolithique final, 3000 ans avant Jésus-Christ, ça peut être avant, mais l'eau, enfin bon, je ne sais pas, je ne discuterai pas là-dessus, mais on les avance toujours, ce sont des hypothèses, parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est du raisonnement surtout, vous voyez, que d'autres ont pu qualifier de chemin des dolmens et des menhirs. Il sera mis à profit par les Grecs, installés sur les côtes méditerranéennes vers le VIe siècle avant notre ère. Vous voyez, 6e siècle, pour se rendre directement sur le grand centre d'extraction de cassitérite et de production de lingots d'étain contrôlés par les Celtes, et puis de cuivre aussi, parce qu'il y a beaucoup de cuivre en Angleterre. Des embouchures de la Loire, contrôlés par les Celtes des embouchures de la Loire. Bon. Ils échappaient ainsi à la mainmise des Phéniciens sur le transport et le négoce de ce précieux métal. Phéniciens qui, contrôlant le détroit de Gibraltar à partir de Cadix, empêchaient le passage des Grecs en bateau vers l'Atlantique et l'embouchure de la Loire. Donc ils passaient par la terre, hein, c'est intéressant. C'est un peu l'histoire aussi de la route de la soie. Parce que pour éviter les péages de la route de la soie, qui coûtaient quand même cher à entretenir, eh ben on a fait la route marine aussi. Hein. Mais il fallait contourner l'Afrique et l'Inde. Voilà. Or, l'étain étant indispensable pour obtenir par amalgame avec le cuivre, en proportion de 15%, outils et armes de bronze et assurer la défense des peuples et des civilisations grecques. Autrement dit, c'est le bronze qui a créé qui a en tous les cas aidé à tout ce trafic.
Le professeur Pouillet a eu l'intuition d'un carrefour de voies antiques, précisément aux environs d'Atsilanum, c'est-à-dire Javol, relativement à l'abri des vents. Alors Saint-Gilles va nous amener à Saint-Jacques, évidemment, parce que c'est la croisée des routes. Je ne voulais pas montrer là-dessus, mais se croisent en fait sur l'Aubrac géographiquement les routes d'Europe qui vont vers la pointe de la côte cantabrique, la pointe nord de l'Espagne, qui est devenue Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que c'est là qu'on pouvait prendre le Gulf Stream, le courant du Gulf Stream qui vous amenait après vers l'Afrique et l'Amérique, en se laissant porter, en quelque sorte, par le Gulf Stream. Les dernières études sur l'hypothèse d'une utilisation géoastronomique des mégalithes. Vous pensez bien qu'il fallait pouvoir se diriger quand on voyageait comme ça. Parce qu'il y avait une route principale, mais il y avait beaucoup d'affluents. Les gens qui amenaient les marchandises, ils venaient bien de quelque part. C'est toujours le cas. Ça, c'est pour les mégalithes. Mais je ne perds pas de vue qu'il y a toujours les bassins autour. Comme on le voit très très bien au Bondon, que je ne vous ai pas montré, ça vaut une séance à soi tout seul. Les Bondons, c'est un granit encore plus beau que celui de l'Aubrac, parce qu'il est beaucoup moins, il a beaucoup moins d'inclusion, il est plus cohérent. Donc j'ai été contactée par ce monsieur qui m'a dit « Mais savez-vous à quoi servaient les bassins ?» J'ai dit « J'en sais rien du tout, je suis pute, comme tout le monde. » Mais ce qui m'intéresse, c'est que je pense que, si vous voulez, beaucoup de gens savent ce que c'est que les bassins. Ils en ont vu, il y a des gens qui ont publié des livres. Mais je crois que personne n'a trouvé un site comme ici où il y en a beaucoup rassemblés. Et au Bondon, les bassins, ils ne sont pas au pied des menhirs. Ils sont sur les cahots rocheux, sur le pourtour du plateau, mais ils sont là où on peut vivre en fait. Les menhirs, c'était autre chose, c'était des repères astronomiques, c'était des horizons artificiels, ça servait d'horizon artificiel. Alors ce monsieur, il a été très étonné d'abord que j'écoute son... Parce que moi, une interprétation, une utilisation astronomique des bassins, ça m'avait jamais effleuré, franchement, j'avais pas fait le rapport. Et donc il a été très étonné que je sois quand même très réceptive parce que depuis j'avais fait la connaissance des ouvrages d'Howard Crowhurst. Il habite en Bretagne, il habite à Carnac en plus, mais c'est un mathématicien et un astronome. Il parle très bien le français et qui fait des conférences. Il a un site très bien fait qui s'appelle Epistéméa, mais il a fait des conférences qu'on peut trouver aussi sur Internet, qu'il est intéressant à entendre parler. Il publie des livres et des vidéos. Donc on voit M. Gable ici à Bouton, donc on revient d'où on est parti, là en face de chez moi. Et je dis, les photos suivantes montrent les instruments mis en œuvre pour tester sur les bassins les combinaisons de mesures possibles à l'aide du yard mégalithique. En fait, c'est ça, lui, le monsieur, qui l'intéresse, c'est de retrouver dans l'agencement des monuments, disons, le yard mégalithique. Ça, c'est une étude en cours. On l'a invité à venir présenter son travail. Et puis, il n'était pas prêt, ça ne m'étonne pas, parce que ce qu'il fait là, c'est plus marrant quand on est sur place, mais après, il faut travailler avec des angles et des chartes de lever de soleil, de coucher de soleil, de solstice, d'équinoxe, etc. Oui, vous voyez là, les pierres, je suis allée avec lui, j'ai photographié, mais je l'ai aidé à dégager. Alors, on a décapé le rocher là. J'avais aucune idée que c'était aussi beau décapé. Ça veut dire que quand les gens vivaient là, c'était décapé. Et vous savez, il n'y a même pas si longtemps, sur les rochers, les gens ramassaient les lichens. Toutes sortes de lichens, parce que ça servait, c'était envoyé dans des grands sacs. Ça sert à la confection des parfums, envoyés à Nice, donc vers la Méditerranée. C'était ramassé. Et dans les temps plus anciens, les gens connaissaient encore, ce sont des plantes. D'une part, c'est alimentaire aussi, et c'est médicinal. Donc les rochers, ils étaient raclés. Voilà, maintenant il y a beaucoup de choses qu'on ne ramasse plus, on le jette. Vous allez le voir poser des gnomons, c'est ça qu'il a. Il a fait des gnomons à des tailles particulières, des demi-yards, des tiers de yard. Là, il a fait des disques. Vous allez voir pourquoi, en balsa, parce qu'on doit avoir un gnomon en parfait état de verticalité. Donc, comment est-ce qu'on obtient la verticalité? Avec un plateau sur de l'eau. Comme ça, on peut poser son gnomon et être sûr qu'on est bien absolument vertical. Et que les gnomons suivants seront verticaux.
avec des tailles différentes. Voilà. Vous voyez, tout ça c'est très calé, moi ça me dépasse tout à fait, mais j'attends là. Je trouve que c'est intéressant. Et il se peut qu'il n'ait pas tort, parce qu'avec ces mesures précises de plateau, là, il rentre dans les bassins précisément, vous voyez. Et là aussi, il a 1/3 de yard, 1/6 et 2/6 de yard, là. Alors voilà, la verticalité. Alors après, il va verser de l'eau. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est des bassins à fond plat, vous voyez, et légèrement concaves. Pour que ça bloque, quand il y a de l'eau dedans, ça bloque le plateau, en fait, sur le haut, éventuellement. Voilà, on verse l'eau et il y a des gouttières dans le rocher. C'est intéressant parce qu'il y a des gouttières qui vont d'un bassin à l'autre, vous voyez. C'est probablement pas pour rien. Dans l'eau, vous voyez, ça rentre, on peut mesurer, c'est bon. Donc c'est un petit outillage pour faire des mesures précises, en fait. Un petit outillage, dis-je, c'est pas moi qui les ai portés. Hein. Mais voilà, bon, là il y a les disques et puis évidemment il y a les gnomons aussi. Hein. Je vous remercie beaucoup de votre patience. La moitié de ce que j'ai à montrer, mais il y a des choses qui vous paraîtront comme des redites, mais c'est des redites, c'est important parce que ça fait masse, vous voyez, c'est convaincant, je trouve, voilà. Et puis je vous ai donné quelques pistes de réflexion. Et la piste utilitaire, elle est toujours valable, mais il faut faire des fouilles. Et la piste astronomique me paraît passionnante, parce qu'elle est corroborée par beaucoup d'autres études par ailleurs, mais simplement maintenant il faut faire connaître les bassins à tous ces gens qui s'occupent des menhirs.